La saison 5 du podcast de Flash Formation est présentée par Francis Perrault-Varin, courtier hypothécaire chez Multiprêt Hypothèque. Francis Perrault-Varin, pompier comme vous, courtier hypothécaire pour vous. Bonjour tout le monde et bienvenue à un épisode spécial du podcast de Flash Formation. Simon Brien, accompagné aujourd'hui de notre commanditaire Francis Perrault-Varin, qui est courtier hypothécaire chez Multiprêt Hypothèque. Aujourd'hui, on va faire un épisode un peu particulier. On va toucher complètement autre chose de l'incendie, mais quelque chose qui touche évidemment la réalité de tout le monde, là, de tous les pompiers, c'est-à-dire les prêts hypothécaires, les prêts et les marges, les taux hypothécaires, comment démêler ça, comment surtout, exemple, pour un jeune pompier qui veut accéder à sa première propriété, quelles sont les stratégies qu'on peut faire avec ça. Francis, premièrement, merci beaucoup de nous encourager, de nous aider. Le sponsorship du podcast est extrêmement important. C'est grâce à ça qu'on est capable de diffuser l'information là, à travers le Québec. Donc, on te remercie énormément. Pour toi, Francis, à la base, il faut savoir que tu es un des plus grands fournisseurs de prêts hypothécaires au Québec là, chez Multiprêt Hypothèque, mais tu es aussi pompier dans un grand service incendie. Donc, tu combines les deux emplois. Fait que tu avais une passion déjà là, pour l'incendie à la base et tu étais pompier avant de devenir courtier. Qu'est-ce qui est arrivé en premier? Oui, en fait, avant, premièrement, merci beaucoup pour l'invitation. Simon, c'est vraiment apprécié. Puis c'est vraiment un honneur d'être commanditaire du podcast de Flash Formation. J'adore votre entreprise. J'adore ce que vous représentez dans le monde de l'incendie au Québec. C'est vraiment une entreprise que j'adore. Puis moi-même, j'écoute assidûment les podcasts. Ah, génial. Merci beaucoup, Francis. Très apprécié. Puis pour répondre à ta question, oui, écoute, avant d'être pompier, j'avais un fort intérêt pour les finances. J'ai étudié dans ce domaine-là aussi. Et puis après ça, j'ai bifurqué pour devenir pompier. Le cheminement a été plus ou moins long. Puis je suis rentré au service d'incendie de Montréal en 2014. Et à ce moment-là, j'avais toujours le goût aussi de travailler dans le domaine des finances. Donc, j'ai continué à m'éduquer. Je suis quelqu'un qui lit énormément de livres, qui va sur les forums sur Internet, qui fouille partout pour trouver de l'information. Puis, un moment donné, je me suis dit, crème, je pense que ça pourrait être une bonne idée pour moi, le courtage hypothécaire. Je pense que ça vient rejoindre plusieurs de mes passions, l'immobilier, les finances, la fiscalité, la comptabilité, tout ce qui touche les finances personnelles. Puis, après ça, quand j'ai débuté, je pense que effectivement, c'était un bon amalgame de toutes mes compétences personnelles également en relation, en conseil. Et puis, ça a débuté sur les chapeaux de roue en 2019. Et depuis ce temps-là, écoute, ça va extrêmement bien, extrêmement occupé. Puis, j'ai une belle grosse clientèle de pompiers avec qui je travaille, que je suis extrêmement reconnaissant que les gens me fassent confiance. Et t'es pas tout seul là-dedans. Tu as créé finalement vraiment une équipe de courtiers avec toi qui t'appuie et qui t'aide dans cette aventure-là. Exactement. On a, dans le fond, dans notre équipe, on est 14 en ce moment. Il y a des gens qui sont plus au niveau administratif, au niveau adjointe. Mais sinon, oui, on est 14 au total, incluant une dizaine de courtiers, oui. Et récipiendaire de quelques prix, entre autres, parce que je sais que tu ne le diras pas avec ton humilité, mais c'était quoi? C'était courtier recrue de l'année? Oui, quand j'ai commencé, dans le fond, la première année, tu commences dans un nouveau domaine que tu ne connais pas. Je ne connaissais personne qui faisait ça. Puis au début, ça commence à bien aller. Puis je savais même pas que ça existait des prix comme ça. Là. Moi, je voulais juste travailler puis avoir un deuxième emploi que jamais. Puis finalement, à un moment donné dans l'année, je me fais dire hey, peut-être que ça va être toi la recrue de l'année. Je savais même pas que ça existait. Puis j'étais dans une course sans le savoir. Oui, exactement. Okay. Puis finalement, j'ai gagné à la fin de l'année. Fait que ça a été un beau tremplin. Après ça, c'est sûr que plus dans ce domaine-là, plus que tu performes, plus que tu es bien vu par les prêteurs, par tes partenaires. Donc, ça t'aide après ça dans tes dossiers. Et dans le fond, tu vas offrir tes services pas exclusivement aux pompiers. Tu as monsieur, madame, tout le monde aussi qui peuvent t'appeler là, pour faire un renouvellement. Assurément. Je te dirais que j'ai un bon an, mal an, je fais mes statistiques, j'ai un 20 à 25 % que c'est des pompiers, mes clients. C'est une clientèle que j'adore travailler avec eux parce que c'est un langage
qui est facile pour moi. Je peux leur parler dans le même langage que je vais avoir à la caserne, mais au niveau de prêt hypothécaire, les gens, la communication est très facile. Puis c'est des dossiers que j'adore travailler. J'ai beaucoup de contacts, de connaissances, d'amis là-dedans qui me font confiance pour leur prêt hypothécaire. Donc, c'est un petit peu ma clientèle chouchou. Ça reste entre nous deux. OK, excellent. On ne le dira pas. Ça reste un secret, une confidence au podcast. Francis, première question. Comment va le marché hypothécaire présentement au niveau des taux d'intérêt? Oui, ça a été un rough ride, je te dirais, depuis 2020. Si on fait un petit historique rapide, 2020, la pandémie est arrivée. Le gouvernement a dû réagir rapidement là, pour venir stimuler l'économie. Donc, les taux d'intérêt ont diminué au plancher avec un taux directeur qui est descendu jusqu'à 0,25. Là. Il y avait eu des rencontres extraordinaires de la Banque du Canada, ce qui arrive pratiquement jamais, sauf quand il y a quelque chose de majeur qui arrive dans l'économie, genre quand il y a eu le World Trade Center, c'est arrivé, le COVID. Donc, les rencontres extraordinaires qui ont amené un taux directeur à 0,25 qui est extrêmement faible. Bien, c'est un taux historique, j'imagine. Ça ne devait pas arriver souvent que le taux directeur était autour de 0,25 c'est déjà arrivé par le passé, mais c'est très peu fréquent. Il faut qu'il y ait quelque chose dans le contexte économique ou géopolitique qui fait que le gouvernement veut que les gens consomment, veut que les gens dépensent, veut que les gens s'endettent, les entreprises s'endettent. Donc, qu'est-ce qui est arrivé en 2020? Les taux au plancher, le gouvernement qui baisse ça pour que les ménages s'endettent un petit peu plus. Fait que là, les gens voyaient, je peux avoir un taux d'intérêt extrêmement faible, mon paiement hypothécaire, il coûte pas cher, donc je vais refinancer, faire des rénovations, je vais m'acheter une maison peut-être un petit peu plus grosse. Qu'est-ce qui est arrivé avec ça? C'est que le prix des propriétés a augmenté de façon importante. Oui, en tout cas, nous autres, dans mon quartier, ça a explosé. Là, c'est vraiment incroyable. Là. Le prix maintenant d'une maison devient difficile là, à aller chercher. Puis je pense aux premiers acheteurs, là, c'est exceptionnel. Comment... et là, qu'est-ce qui arrive présentement? Est-ce que... Parce qu'on a remonté le taux directeur. Oui. Là, qu'est-ce qui est arrivé? Les prix des maisons, entre autres, mais le prix de à peu près tout. Ça a augmenté de façon importante. Il y a eu une forte période d'inflation. Puis le gouvernement, à ce moment-là, l'inflation, c'est quelque chose qui peut vraiment venir être chaotique au niveau de l'économie, comme il y a certains pays, comme par exemple le Venezuela, qui le vivent, qui ont une hyperinflation depuis plusieurs années, que leur monnaie vaut rien. Le Canada a pris la bonne décision en venant augmenter le taux directeur de façon importante. Qu'est-ce que ça a fait? C'est que les taux hypothécaires sont passés, par exemple, de 2 à 6 ce qui est une augmentation incroyable. Puis la vitesse d'augmentation a été extrêmement rapide aussi. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? 2020-2021, c'était le paradis. Les taux étaient au plancher. 2022, ça a commencé à monter rapidement. 2023 aussi. Puis, depuis 2023-2024, là, on commence à avoir des baisses au niveau du taux directeur parce que l'inflation a été jugulée au pays. Ils ont exactement réussi qu'est-ce qu'ils voulaient faire, dans le fond, de venir juguler l'inflation puis la ramener à un taux cible d'environ 2 à 3 par année. C'est ça. Quand que l'inflation est maîtrisée, ils ont pu commencer à diminuer le taux directeur tranquillement, pas vite, ce qu'ils ont fait jusqu'à tout récemment, la dernière baisse du taux directeur qui a eu lieu le 29 octobre. Aujourd'hui, on se parle, on est le 4 novembre. Oui. Donc là, on est arrivé maintenant à un taux directeur qui est considéré comme neutre, selon les économistes, selon la Banque du Canada. Un taux directeur neutre, c'est 2 à 2,25 et on est à 2,25. OK. Présentement, un taux directeur 2,25. Oui. Qu'est-ce qu'il faut savoir, comment que le taux directeur est en relation avec le taux hypothécaire? Le taux hypothécaire, en fait, le taux préférentiel qui est utilisé par les banques pour donner la tarification pour les taux variables et le taux directeur se suivent main dans la main. Donc, quand le taux directeur augmente de 0,25, le taux préférentiel augmente également de 0,25 automatiquement. OK. Donc, c'est directement relié avec ça. Donc, exemple, je prends un taux hypothécaire variable, ça va être le taux directeur plus 0,5 ou 1 exemple. Oui, c'est un petit peu plus complexe que ça, mais okay. Oui, ça ressemble à peu près à ça. Ouais. OK, si je le résume, là, moi qui ne connais rien en économie, là, j'essaie de résumer ça du mieux. Là, fait que... en fait, c'est parce que la tarification est toujours basée en fonction du taux préférentiel. Là. Les banques aiment ça rendre ça compliqué. Okay. Le taux préférentiel, lui, bouge en même temps que le taux directeur. Fait que, mettons, comme au Canada, en ce moment, on a un taux préférentiel à 4,45. Puis quand on va aller chercher un prêt hypothécaire, on va avoir 4,45 moins un rabais, dépendamment du type de dossier, du montant de financement, etc. OK. Donc là, présentement, 2,25 de ce côté-là. Oui. Quelqu'un qui
je suis jeune pompier j'écoute le podcast, je regarde ça. Comment je peux faire aujourd'hui pour accéder à ma première propriété? Qu'est-ce que je peux mettre en place comme stratégie? C'est vraiment une bonne question parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que le prix des propriétés, on en a parlé précédemment, le prix des propriétés a augmenté de façon drastique au pays, en fait partout au Canada, y compris au Québec. Et c'est rendu difficile d'accéder à la propriété. Donc, mes conseils par rapport à ça, quand on commence comme pompier, faut être prêt à travailler fort si on veut accéder à la propriété, qu'on part de zéro. Il y en a des fois qui sont un petit peu plus chanceux, qui vont avoir de l'aide de la famille, mais pour ceux que c'est pas le cas, comme la majorité des gens, faut être prêt à travailler fort, faire du temps supplémentaire, avoir un deuxième emploi. Puis il faut être très économe. Il faut être capable de venir utiliser tous les leviers fiscaux qu'on a au Canada à bon escient. Puis par rapport à ça, qu'est-ce qui est nouveau au Canada depuis 2023, depuis mai 2023, c'est le CELIAP, que plusieurs doivent connaître, sur les premiers acheteurs. Pour utiliser le CELIAP, il faut être un premier acheteur et on a le droit de cotiser jusqu'à 8 000 $ par année dedans. Donc, puis ce 8 000 $-là est déductible. Donc, par exemple, mettons, on fait un revenu de 75 000 $ à la fin de l'année et on a mis 8 000 dans un CELIAP, le gouvernement va dire « Hey, tu as payé un petit peu trop d'impôts, on va te faire un retour d'impôt. » Le gouvernement va considérer qu'on a 75 moins 8, donc un revenu imposable de 67 000. OK. Donc, c'est comme c'est quoi la différence entre ça et un REER? C'est une bonne question. La différence avec le REER et le CELIAP, c'est que le CELIAP, dans le fond, c'est maximum 8 000 $ de cotisation par année. Puis le CELIAP, on n'aura jamais besoin de le rembourser. Fait que, mettons, quand tu es rendu à acheter ta première propriété, tu as accumulé une couple d'années, on va dire que tu es rendu que tu as 30 000 dans ton CELIAP. Tu le sors, tu peux l'utiliser pour ta mise de fonds, tu peux l'utiliser pour ta mise de fonds et des frais connexes au besoin parce que c'est ton argent. Par exemple, si tu mets 20 000 de mise de fonds puis qu'il te reste 10 000 de ton CELIAP, tu peux l'utiliser pour payer ta taxe de bienvenue, tes frais de notaire, faire des petites rénovations, c'est ton argent. Le REER, lui, il est un petit peu plus limitant dans le sens que le maximum qu'on peut venir râper avec le régime d'accession à la propriété, c'est un maximum de 60 000 $. Je tiens à dire que ça aussi, ça a été modifié en même temps que le CELIAP a été créé. Le REER, dans le fond, avant la limite de RAP, c'était 35 000. Depuis mai 2023, c'est rendu 60 000 $ qu'on peut rapper. Mais la différence, c'est que là, tu te dis, je n'ai pas besoin théoriquement de rembourser mon CELIAP, alors que le REER, il faut que si je rappe un REER, il faut que je le rembourse. Exact. Le REER, dans le fond, il y a eu une modification importante par rapport à ça au RAP. Avant, qu'est-ce qui arrivait, c'est que tu rappais, pendant 2 ans, tu avais un break, là, que tu n'avais pas besoin de rien faire. Puis après ça, il fallait que tu rembourses que tu te rembourses à toi-même 1/15 par année pendant 15 ans. Okay. Fait que par exemple, si tu avais rappé 15 000 $, 2 ans rien faire, puis après ça, 1 000 $ que tu dois te rembourser dans tes REER par année pendant 15 ans. Okay. Maintenant, c'est la même mécanique, mais le break est de 5 ans. Fait que, tu sais, pendant 5 ans, tu n'as pas besoin de rien faire, puis après ça, il faut que tu te rembourses 1/15 par année à toi-même. OK. Si tu le fais pas, tu sais, mettons que tu es rendu après ton 5 ans puis que tu te rembourses, tu dis, hey, j'ai pas d'argent pour me rembourser, c'est pas dramatique, mais qu'est-ce qui va arriver, c'est que le gouvernement va dire, cette année, tu étais supposé de te rembourser 3 000 en REER à toi-même, tu l'as pas fait, on va ajouter 3 000 à ton revenu imposable. Donc, tu vas être imposé là-dessus, tu vas payer des impôts. C'est pas idéal, donc l'idéal, c'est vraiment de procéder à son remboursement RAP. Là. Est-ce qu'un premier acheteur peut acheter un immeuble à revenu? Est-ce que c'est encore, parce qu'on entend ça souvent, tu sais, les plus vieux, les plus d'expérience, nos bonhommes qui nous disent aux jeunes, achète-toi un bloc, achète-toi un triplex, achète-toi des logements. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore une bonne stratégie comme premier achat? Assurément. Okay. C'est certain, tu sais, qu'est-ce qui arrive maintenant, c'est que les immeubles, mettons, duplex, triplex, quadruplex, que moi, je conseille comme premier achat, ils coûtent cher, ces immeubles-là. Ils coûtent cher, puis tu sais, il y a quand même c'est certain que tout le monde préfère avoir sa maison pour commencer, puis je comprends 100%, tout le monde le rêve d'avoir sa maison, sa cour, pas avoir de locataire, pas avoir personne à gérer, je comprends, c'est ça l'idéal. Par contre, si on est prêt à faire ce sacrifice-là, c'est acheter un premier triplex, par exemple, pour commencer, aller habiter dedans, on vient diminuer ses coûts de vie, dans le fond, ça te coûte pas trop cher habiter dans ton immeuble, tu as des locataires, dans le fond, qui t'aident à payer ton hypothèque, tes différents frais. Tu as un immeuble qui vaut plus cher. Fait que, par exemple, tu achètes un immeuble de 700 000 qui prend 10 % de valeur versus tu aurais acheté une maison de 350 000 qui prend 10 % de valeur. Ton gain de valeur, il est différent parce que tu as un immeuble qui vaut
vaut plus cher. Donc, l'augmentation est en fonction de ça. Okay. Oui, fait que, au niveau de ton patrimoine, de combien de ta valeur nette, ça va être généralement plus élevé. Puis, tu prends ton premier immeuble, tu vas rester dedans. Après ça, après un certain temps, tu réussis à réaccumuler une certaine autre mise de fonds ou si ton immeuble prend de la valeur, tu peux potentiellement le refinancer et acheter une deuxième propriété. Fait que la deuxième propriété, si ça pourrait être un autre triplex, par exemple, que tu vas rester dedans encore. Je pourrais racheter, exemple, un autre immeuble à partir de là. Donc, je peux vivre dedans, je le mets en location. Comment ça fonctionne? Ben, tu sais, ton premier immeuble, on va le considérer que tu le mets en location. Puis tu vas pouvoir simplement racheter un deuxième immeuble. Ça pourrait être un immeuble locatif encore. C'est certain que moi, dans un scénario idéal, c'est un certain sacrifice qu'il faut être prêt à faire pendant quelques années, mais quelqu'un qui réussit à acheter un premier triplex, un deuxième, peut-être même un troisième, pour ensuite acheter sa maison, il va avoir bâti un méchant beau patrimoine. Puis à la retraite, ça va faire une différence incroyable sur sa qualité de vie, sur son patrimoine à la retraite, sur sa sécurité financière. Mais c'est certain que c'est un certain sacrifice parce que là, pendant ces années-là, tu n'habites pas dans ta maison. Des fois, tu habites dans un logement qui est peut-être un petit peu moins confortable. Tu gères des locataires, il y a un petit peu plus de bruit. Mais au niveau de ton patrimoine, de ta sécurité financière, ça va faire une différence incroyable. Ça change quelque chose si j'habite dedans ou si je l'achète sans habiter dedans? Oui, différence importante. Au Canada, quand on achète une propriété avec l'intention de l'habiter, on peut mettre une mise de fonds réduite. La mise de fonds réduite, par exemple, dans le cas d'une maison, d'un duplex, on est à 5 % de mise de fonds du prix d'achat. Si on est dans un triplex ou un quadruplex, la mise de fonds sera de 10 % du prix d'achat. Donc, ça nous permet d'accéder à la propriété plus rapidement parce qu'on s'entend, accumuler 20 % de mise de fonds sur un immeuble qui coûte 700 000, c'est extrêmement difficile dans le contexte actuel. Fait que c'est ça. Il faut que ce soit pour un propriétaire occupant. C'est quoi les erreurs que tu vois dans les premiers acheteurs, les pompiers qui t'approchent puis qui disent je veux acheter une maison ou je veux acheter un bloc? C'est quoi les erreurs que tu vas remarquer? Oui, la plus grosse erreur, la plus fréquente, là, vous allez me trouver plate, là, mais c'est les voitures. Les gens. Ouais, les gens ont pas. On dirait que c'est rendu. Tu sais, tout le monde, on se promène sur la route, tout le monde a des voitures neuves, des pick-up. Ça coûte extrêmement cher. Dans le fond, tu sais, un paiement de 500 $ aux 2 semaines pour une voiture, ça coûte. Ça leur coûte environ 1 100 $ par mois. Ça va avoir un impact énorme, dans le fond, dans l'achat d'une propriété. Ça va venir réduire pour quelqu'un qui fait un revenu, mettons, de 80 90 000, ça va venir réduire ton pouvoir d'achat de 50 60 000. Là. C'est énorme. Oui, je comprends. OK. Donc, ça, c'est une erreur tu vas voir dans le budget parce que quand toi, tu vas arriver, je vais arriver comme acheteur, je te contacte. Toi, tu vas prendre en considération le budget global, finalement. Exactement. Les revenus, les dettes, la mise de fonds, le crédit, on vérifie vraiment plusieurs choses, mais ouais, c'est l'erreur la plus fréquente que je vois, les paiements de voiture. Puis, ma clientèle qui ont un côté un peu plus investisseur, qui réussissent bien, qui réussissent que crème, je fais tout le temps, hey, ça fonctionne, ton dossier, on est capable d'avancer encore. C'est des gens souvent qui n'auront pas de paiement de voiture, qui vont avoir des paiements de voiture très petits, que là-dessus, ils vont être très conservateurs, dans le fond. Puis, tu sais, je comprends, tout le monde veut avoir une belle voiture, c'est agréable, mais est-ce qu'on est capable de reporter cet achat-là à plus tard? C'est souvent une bonne stratégie financière. Première rencontre, qu'est-ce que je dois préparer comme documentation avant de communiquer avec un courtier hypothécaire? Oui, bien, c'est super simple. C'est quand quelqu'un me contacte, dans le fond, pour que je travaille sur le dossier, c'est certain que les gens ne sont pas habitués, fait que c'est moi qui vais les prendre en charge puis qui va leur dire exactement qu'est-ce que j'ai besoin. Mais c'est principalement des preuves de revenus, là, des talons de paye, des T4. Si tu as des immeubles locatifs, ça va me prendre des baux, des avis de cotisation, des relevés d'hypothèque. C'est des documents qui sont simples à obtenir là, dans la très, très grande majorité des cas. Si on parle au niveau, exemple, des pompiers qui ont un deuxième emploi ou des pompiers qui sont à temps partiel, est-ce que les institutions vont considérer le deuxième emploi? Parce que c'est pas évident de savoir combien d'appels il va y avoir par année. Comment est-ce que les banques prennent ça en considération? Oui, c'est une super bonne question parce que, tu sais, on est dans un domaine, dans l'incendie, il y a beaucoup de gens qui ont un deuxième emploi, parfois même un troisième emploi. C'est un petit peu marginal. La plupart des banques sont habituées que, 40 heures semaine. 40 heures semaine, 9 à 5. Avec là, quand on arrive avec des dossiers de pompiers, c'est certain que si la personne a un emploi permanent en plein dans une ville, ce revenu-là, on va considérer soit son revenu selon sa lettre d'emploi, son salaire comme de base. C'est certain que
dans beaucoup de services d'incendie, il y a du temps supplémentaire. Fait que, si on est capable de prouver que sur une moyenne de 2 ans, avec les T4, on a des revenus plus élevés que la lettre d'emploi, assurément qu'on peut prendre une moyenne. Puis pour le deuxième emploi, souvent on voit ça pour les plus jeunes pompiers, mais il y en a qui vont faire 2 ou 3 emplois toute leur carrière, là, mais les plus jeunes pompiers qui commencent, souvent ils ont 2 ou 3 emplois. Il y a beaucoup de banques qui vont exiger que les 2 emplois, les 3 emplois, ils ont été faits en même temps pendant au moins 2 ans. Ah, OK. Ouais. Fait que, ça vient complexifier. Des fois, tu es rendu que ça fait comme. Tu as un emploi à temps plein permanent, puis tu as un deuxième emploi que ça fait 1 an et demi que tu fais, puis là, tu fais comme, les revenus sont là, je travaille là. Il y a des banques qui vont juste pas considérer ça parce que ça fait pas un 2 ans complet. En fait, la majorité des banques fonctionnent comme ça. OK. Et est-ce que je peux acheter un immeuble, exemple, on parle d'un immeuble à revenu avec un collègue? C'est quoi mise à part l'évidence qu'il faut que je m'assure de bien m'entendre avec lui, ou encore avec un membre de la famille, de se mettre à plusieurs pour acheter un immeuble, mettons, locatif, ça doit avoir un avantage fiscal assez important. Assurément. D'acheter un immeuble à plusieurs, c'est sûr qu'on vient comme avoir un effet de levier au niveau de la capacité d'emprunt parce qu'on utilise les revenus de tout le monde, évidemment les dépenses de tout le monde aussi, mais ça permet souvent d'acheter un immeuble qui est plus gros. Juste un petit bémol par rapport à ça. Souvent, j'ai des pompiers qui me contactent, puis là, mettons, on est 2 amis ou 3 amis qui veulent acheter un quadruplex ensemble puis on aimerait ça aller l'habiter. Pas de problème, on va être capable de passer au niveau du financement dans la majorité des cas. Le petit bémol par rapport à ça, c'est que souvent, les gens, ils veulent réellement habiter l'immeuble. Mais au Québec, les lois, comment elles sont faites, c'est que un couple a le droit de faire une reprise de logement ou une personne seule a le droit de faire une reprise de logement. Fait que, par exemple, toi, Simon, tu veux acheter un triplex avec un de tes amis pour aller l'habiter, tu n'auras pas le droit. Tu n'auras pas le droit de faire de reprise de logement. Il va falloir que tu attendes qu'il y ait un logement qui se libère ou si tu achètes l'immeuble et qu'il y a déjà un logement vide, tu peux le prendre, mais tu pourras pas faire une reprise de logement pour tasser un locataire. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas en couple ou pourquoi? C'est les règles en vigueur au Québec, selon le tribunal administratif du logement. OK. Parce que je l'ai acheté avec 2 personnes ou on est 2 propriétaires, on ne peut pas faire la reprise de logement. Sauf si c'est ta conjointe. Sauf si je l'achète avec ton conjoint. Ouais. OK, je comprends la différence. Ouais. Donc, vu qu'on est 2 propriétaires, mais sans être conjoints, là, on ne pourra pas faire la reprise. Exactement. Fait que des fois, si on veut réellement aller se loger là, c'est problématique. La mise de fonds pour ça. Parce que tantôt, quand tu as dit, dans le fond, la différence entre je veux y habiter ou je veux acheter j'ai déjà une maison puis j'achète un bloc, la mise de fonds est différente. Exact? Oui. OK. Quand on parle, dans le fond, d'un propriétaire occupant, on en a parlé un petit peu tantôt, là. Un propriétaire occupant, maison duplex, 5 %, triplex, quadruplex, 10 % de mise de fonds minimale. Quand c'est vraiment une propriété locative, qu'on achète une maison à quadruplex, ça va être 20 % de mise de fonds minimale. OK. Donc, c'est vraiment... Parce qu'on ne l'habite pas. Exactement. Parce qu'on ne l'habitera pas. Puis c'est certain, j'ai certains dossiers des fois que c'est des immeubles plus gros encore. On parle d'immeubles, mettons, de 5 à 8 logements. Dans certains cas, dans les immeubles de 5 à 8 logements, ça va être souvent des mises de fonds encore plus grosses. On peut aller à des mises de fonds de 25 %, puis dépendamment des revenus et dépenses de l'immeuble, des fois, c'est pas mal plus que ça encore. J'ai envie de revenir un petit peu juste pour mieux comprendre les prêts hypothécaires à la base. Si, exemple, j'ai acheté une hypothèque, j'ai signé une hypothèque au moment où c'était très, très élevé durant la COVID. Et là, je vois que les taux diminuent. Comment je peux faire je peux briser ce contrat-là? Peux-tu renégocier? Comment je peux faire pour profiter de ces taux-là? C'est une super bonne question. Pour répondre à ta question, il faut savoir, est-ce qu'on a pris un taux variable ou un taux fixe? Si on a pris un taux variable, quand les taux se sont mis à baisser, automatiquement, notre taux a baissé. Donc, en ce moment, les gens qui ont des taux variables en novembre 2025 sont très heureux d'avoir conclu ce type de prêt hypothécaire-là. Ceux qui ont pris des taux fixes qui étaient plus élevés, on parle de taux d'intérêt entre 5 et 6 %. Est-ce qu'on peut briser l'hypothèque? Dans certains cas, oui. La mécanique pour le savoir, dans le fond, il faut communiquer avec son institution financière et demander d'avoir le montant de la pénalité. À partir du montant de la pénalité, là, on peut faire des calculs à savoir, est-ce que, regarde, maintenant, je signe un taux d'intérêt beaucoup moins élevé, est-ce que ça vaut la peine que je paye ma pénalité pour venir économiser avec le nouveau taux d'intérêt en vigueur?
Fait que ça va vraiment dépendre selon le prêteur. Parce que les prêteurs, les banques à charte au Canada, habituellement, ont des pénalités plus élevées versus certaines banques dites virtuelles qui ont des pénalités plus faibles. Donc, c'est vraiment calculé à la pièce. À chaque fois que quelqu'un me contacte pour ça, sors-moi ta pénalité, puis après ça, je vais faire des calculs précis pour ta situation précise. Et c'est le même principe si j'imagine que je vends ma maison dans le milieu. Tu sais, j'ai signé sur 5 ans mon hypothèque, mais là, boum, après 3 ans, on décide de vendre la maison pour en acheter une nouvelle ou séparation. Qu'est-ce qui arrive avec l'hypothèque à ce moment-là? Super bonne question. Si tu vends ta maison parce que, par exemple, tu te sépares puis tu ne rachèteras pas rien d'autre dans les prochains mois, malheureusement, la pénalité elle va être exigible au notaire. C'est le notaire qui va gérer ce montant-là, qui va te remettre un chèque un petit peu plus petit. OK. Si tu vends parce que tu rachètes une autre propriété, là, à ce moment-là, on peut transférer ton hypothèque vers la nouvelle maison dans la majorité des cas. Il y a des délais à respecter. Dans la majorité des banques, le délai entre, mettons, ton notaire pour la vente de ta maison puis ton notaire pour l'achat de la nouvelle maison, c'est 90 jours, 3 mois. Donc, il faut que quand je vends ma maison puis que j'achète la nouvelle, il faut que je sois à l'intérieur du 90 jours pour transférer l'hypothèque. Exactement. Fait que qu'est-ce qui va arriver dans ce temps-là, c'est que, par exemple, il te reste 200 000 d'hypothèque puis que ta nouvelle maison va avoir 300 000 d'hypothèque. Habituellement, ton 200 000, on va le garder avec les mêmes conditions, le même taux d'intérêt. Puis le 100 000 supplémentaire va être aux nouvelles conditions du marché, au nouveau taux du marché. Et quand je signe une hypothèque, je peux rajouter tout de suite d'emblée une marge hypothécaire ou je peux la faire par la suite. Exact. C'est vraiment une bonne question. Quand on est un premier acheteur, par exemple, puis qu'on met une mise de fonds réduite, au départ, on n'aura pas accès à une marge de crédit hypothécaire parce que la dette versus la valeur de la propriété va être trop élevée. OK. C'est certain que quand on commence à avoir de l'équité, ça fait soit qu'on a mis 20 de mise de fonds, ça fait un petit bout qu'on a la propriété, puis là, on est rendu au 2e, 3e renouvellement. On a une maison avec une dette qui a une valeur, on a une dette de 50 de la valeur de la maison. Assurément, on peut avoir une marge de crédit hypothécaire. Par rapport aux marges de crédit hypothécaire, il y a beaucoup de règles qui ont changé. Dans le fond, le BCIF, qui est un petit peu comme la police des banques au Canada, avait émis certaines recommandations que plusieurs banques ont appliquées à la lettre. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'il y a plusieurs institutions financières qui ont limité les marges de crédit hypothécaire, souvent à 65 de la valeur de la propriété. Donc, c'est un changement quand même assez important par rapport à ça qui a eu lieu dans les 2 dernières années au Canada. Une marge de crédit hypothécaire, comment on peut utiliser ça? C'est quoi les avantages? Premier avantage, c'est que ça fait partie intégrante de ton hypothèque. Fait que, c'est garanti par ta maison. Donc, la banque, elle prend peu de risques avec ça. Fait que le taux d'intérêt sur une hypothèque ou sur un prêt est toujours en fonction du risque. Vu qu'il n'y a pas beaucoup de risques, mais le taux d'intérêt, il est bon. Donc, à ce jour, mettons une marge de crédit hypothécaire, on est autour de 5 en ce moment au pays, ce qui est un taux d'intérêt qui est très intéressant versus, mettons, que tu as besoin tu veux aller emprunter pour une piscine creusée, par exemple, les prêteurs que tu vas avoir accès, mettons, ça va coûter beaucoup plus cher que ça. Donc, mettre une piscine creusée, mettre une voiture sur une marge de crédit hypothécaire. Oui, parce que le prêt de voiture est des fois beaucoup plus élevé au concessionnaire. Ça va être, par exemple, quand j'ai changé ma voiture, on parlait de 9 environ. C'est très, très, très élevé là, pour racheter une voiture là, ou acheter en fait une voiture. Exact. Fait que ça peut être une excellente opportunité pour utiliser la marge de crédit hypothécaire. Il faut faire attention, les nouvelles orientations du gouvernement par rapport à ça, c'était justement pour éviter que les gens utilisent leur marge de crédit hypothécaire comme un guichet automatique. Ce qui a été constaté depuis que les marges de crédit hypothécaire sont devenues populaires au Canada là, depuis le début des années 2000 environ. Je te pose la question, SCHL, est-ce que c'est toujours en vigueur ça? Quand on achète une première propriété, c'est quoi le rôle de la SCHL? Oui, bonne question. La SCHL, dans le fond, c'est un assureur hypothécaire. Il faut faire une distinction entre un assureur hypothécaire et de l'assurance vie invalidité. Là. C'est 2 choses complètement différentes. La SCHL, dans le fond, il y a 2 autres assureurs au Canada. Il y a Sagen et il y a Canada Guarantee, qui sont 2 compagnies privées, alors que SCHL, c'est un organisme gouvernemental fédéral. OK. Leur mission, dans le fond, c'est d'aider les gens à s'acheter une propriété, à accéder à la propriété. Donc, par exemple, tu achètes un triplex, tu mets 10 de mise de fonds, tu n'as pas mis 20 Les banques, ils ont peur un petit peu. Ils font comme, tu n'as pas mis beaucoup de mise de fonds, si le marché perd de la valeur, si toi, tu arrêtes de me payer puis tu endommages la propriété, ça se pourrait que je perde de l'argent. Puis les banques ne perdent jamais d'argent avec les prêts hypothécaires ou pratiquement jamais. C'est pas leur objectif, évidemment. Exactement. Okay. C'est pour ça que le taux d'intérêt il est bas sur les hypothèques parce que c'est peu risqué pour les banques. Ouais. La SCHL, qu'est-ce que ça vient faire? C'est que ça vient protéger la banque. Donc, quand tu prends ton prêt hypothécaire, la SCHL ou les autres assureurs vont charger une prime qui va être
ajouté à ton prêt hypothécaire et c'est une assurance pour la banque. Donc, si toi, mettons, il y a une défaillance sur ton prêt hypothécaire, la banque va se revirer de bord, va aller cogner chez son ami SCHL pour dire « Hey, Simon, il a arrêté de me payer, puis je perds de l'argent dans ce dossier-là. » Fait que la SCHL va venir rembourser la banque ou une grosse partie à la banque. J'aime ça si on coupe juste ce dernier extrait-là de Francis qui dit hey, « Simon, il a arrêté de me payer, puis vive les réseaux sociaux. » Donc, SCHL, 20% et moins, je dois faire affaire avec la SCHL ou les deux autres entreprises que tu parlais là, tantôt. C'était quoi les noms, tu m'as dit? Sagen et Canada Guarantee. OK. Je vous dirais que historiquement, la SCHL a eu des grosses parts de marché au Canada, mais que depuis la pandémie, ça s'est beaucoup balancé. Les autres assureurs sont très utilisés. Et ultimement, c'est pas le consommateur qui a le choix de l'assureur. Tu sais, parce que pour un consommateur, un emprunteur, ça revient au même. Les trois assureurs, ça coûte le même prix. C'est exactement pareil. OK. C'est vraiment des choix de business. Par exemple, mettons, telle banque va plus travailler avec tel assureur parce qu'ils ont une association de business ensemble. OK. Comment un pompier peut utiliser sa valeur accumulée pour l'aider à sa retraite face, exemple, au prêt hypothécaire ou à la valeur de mes actifs que j'ai bâtis à travers les années? Il y a plusieurs méthodes, je te dirais, mais tu sais, par exemple, quelqu'un qui va acheter, mettons, un immeuble locatif ou deux immeubles locatifs dans sa vie, à la retraite, normalement, si ça fait plusieurs années qu'il le détient, ben les hypothèques vont être peut-être rendues petites, peut-être complètement payées. Donc, c'est des revenus supplémentaires qu'on vient chercher à tous les mois, à tous les ans. L'autre solution, ça arrive, des fois, les gens rendus à la retraite, ils vont complètement vendre ces immeubles-là. Mais tu sais, des immeubles, mettons, un triplex que tu as acheté en 2000 que tu revends en 2030, ça a pris normalement beaucoup de valeur. Fait que c'est un gros montant qui va être injecté dans tes liquidités que tu vas pouvoir utiliser puis venir décaisser à la retraite pour venir conserver à peu près le même train de vie dans certains cas, puis même dans certains cas, augmenter son train de vie. C'est parce qu'on s'entend, quelqu'un, par exemple, un pompier professionnel qui a un fonds de pension, ben à la retraite, les revenus vont être plus faibles que quand il était actif. Mais s'il veut conserver le même train de vie, l'immobilier, d'avoir un ou quelques immeubles, peut faire une différence qui est incroyable. Mais quand je prends ma retraite, idéalement, c'est d'avoir terminé de payer mon hypothèque. Exemple, sur ma maison. Sur ta maison, oui, c'est certain que les hypothèques, dans le fond, sur une maison ne sont pas déductibles, sauf dans des cas particuliers qu'on pourra peut-être aborder rapidement. Donc, sur la maison, c'est pas dramatique si l'hypothèque n'est pas payée, mais c'est sûr que l'idéal, c'est que ça soit payé. Sur les immeubles locatifs, c'est une autre chose. C'est complètement différent parce que les intérêts sont déductibles d'impôts. Donc, la fiscalité est avantageuse sur un immeuble locatif. Donc, que l'hypothèque à la retraite sur les immeubles locatifs ne soit pas payée, j'ai aucun problème avec ça. Là, parce que souvent, les gens vont venir refinancer en cours de route pour en acheter un autre puis un autre. Donc, les hypothèques vont quand même rester. C'est normal qu'il reste à ce moment-là des portions. C'est 100% normal. Puis même c'est sain, ça va être avantageux dans le fond au niveau de leur fiscalité. OK, je comprends. Ils vont payer peut-être un petit peu moins d'impôts. Ouais. L'autre jour, là, je ne sais pas si je vais te pogner, là, mais l'autre jour, les gars parlaient parce qu'évidemment, autour de la table, à Kazan, ça parle de ça. Et les gars parlaient de la manœuvre de Smith. Oui. C'est quoi la manœuvre de Smith? Parce qu'ils n'ont pas pu me l'expliquer comme il faut. Oui. Je te l'explique très rapidement, dans le fond, le plus simplement possible. La manœuvre de Smith, c'est quand on a accès à une marge de crédit hypothécaire, puis une marge de crédit hypothécaire qui vient avec des vases communicants. Parce que ce n'est pas toutes les marges de crédit hypothécaire qui font ça. Ça veut dire quoi? Des vases communicants. Ça veut dire que, par exemple, tu as une hypothèque de 80 000 quand tu rembourses, mettons, 1 000 dans ton hypothèque, je me répète. Tu as une hypothèque de 80 000 et le jour 1, quand tu rembourses 1 000 dans ton hypothèque, tu as 1 000 qui devient disponible dans ta marge de crédit hypothécaire. OK. Fait que plus que ton hypothèque va baisser, plus que ta marge disponible va augmenter. C'est ça le vase communicant. C'est ça le vase communicant. C'est pas toutes les marges de crédit hypothécaire qui fonctionnent comme ça. Il y a certaines marges de crédit hypothécaire qui vont dire on donne 100 000 au début, puis ça reste 100 000 tout le temps disponible. Fait que la manœuvre de Smith, en fait, les marges de crédit hypothécaire à vase communicant, sont devenues populaires au Canada, dans l'ouest du Canada, dans quand même plusieurs années, sont devenues populaires à cause de la manœuvre de Smith. C'est un monsieur Smith qui a inventé ça. Puis, qu'est-ce que les gens faisaient? C'est qu'ils utilisaient leur marge de crédit hypothécaire pour investir sur les marchés boursiers, dans des placements qui sont non enregistrés. C'est très important, non enregistrés. Fait que, mettons là, que tu avais 30 000 de disponible sur ta marge de crédit hypothécaire, tu t'empruntais cet argent-là, puis après ça, tu venais l'investir sur les marchés boursiers en te disant que tu allais aller chercher un meilleur rendement que qu'est-ce que ça allait te coûter sur ta marge de crédit hypothécaire.
Et vu que tu avais emprunté pour investir, c'est la même chose que quand on achète un immeuble locatif. Tu as emprunté pour investir, tu as emprunté pour générer un revenu. Les intérêts sur ta marge de crédit hypothécaire deviennent déductibles d'impôt. OK, donc ça fait partie des frais. Mettons que je peux dire, bien, ça m'a coûté tant d'intérêts par année pour réduire finalement mon imposition. Exactement. OK. Exactement. Fait que, ça peut être une stratégie super avantageuse. Ça comporte des risques. Il faut être conseillé par un professionnel. Mais ça peut être une stratégie très, très avantageuse, dans le fond, quand on a accumulé de l'équité sur sa maison. C'est quoi la différence entre un bon endettement et un mauvais endettement? Évidemment, une hypothèque, j'imagine c'est quelque chose qui est un bon endettement parce que ça garde de la valeur. Ça serait quoi pour toi un mauvais endettement? Bien, bonne question. Tu sais, une hypothèque, ça peut être un mauvais endettement aussi. Si c'est ta maison, dans le fond, puis que tu as acheté une maison trop grosse pour tes revenus, que tu as une hypothèque qui est trop grosse pour tes revenus, ta situation familiale, ça peut devenir un mauvais endettement. Là, parce que là, tu as de la misère, ça coûte tellement cher ton paiement hypothécaire puis ta maison que tu n'es pas capable d'épargner à côté, tu accumules peut-être d'autres dettes. Donc ça peut devenir un mauvais endettement. Les hypothèques sur tes propriétés locatives, moi, je considère ça comme un bon endettement parce que ta propriété prend de la valeur, ton hypothèque diminue, ça va générer un patrimoine. Ça, c'est une bonne dette. Mauvaise dette, ben, c'est les dettes de consommation. Les dettes, les gens ne réalisent pas des fois, mais les dettes sur les cartes de crédit, les marges de crédit, ça coûte extrêmement cher. Puis, même en termes de qualification hypothécaire, des fois, quand j'ai quelqu'un qui vient voir pour acheter une propriété, la personne, elle doit 20 000 sur une carte de crédit. Il y a eu des changements au fil des ans au Québec puis au Canada par rapport au paiement minimal sur une carte de crédit. Le dernier changement qui a eu lieu, c'est le 1er août 2025. Puis maintenant, quelqu'un qui a une dette sur une carte de crédit, le paiement minimal qu'il doit faire, c'est 5 %. Fait que la banque considère ça aussi. Fait que moi, j'ai quelqu'un qui vient me voir puis il doit 20 000 sur une carte de crédit. Moi, je considère comme s'il y avait un paiement d'auto de 1 000 $ par mois. Okay. Ça fait une différence énorme dans une qualification hypothécaire. Parce qu'il y a évidemment il y a une obligation de rembourser ça, donc il va y avoir moins de disponibilité, de liquidité pour payer l'hypothèque à travers ça. Exactement. OK. Fait que tu sais, carte de crédit, marge de crédit personnelle, moi je considère souvent que c'est des mauvaises dettes. Paiement d'auto trop gros pour ses moyens, mauvaise dette souvent. OK. Francis, comment tu vois l'évolution du marché immobilier au Québec? Parce que là, les maisons augmentent, les blocs augmentent, les triplex, duplex, ça devient encore plus cher. Est-ce que ça va continuer d'avoir une même... si on sort notre boule de cristal, là, c'est une évolution qui est permanente comme ça? Ça va baisser? Comment tu vois ça? Bien, c'est vraiment une bonne question. Je te dirais que si on regarde, mettons, le Québec, mais si on regarde aussi le reste du Canada, on a des marchés qui sont vraiment différents. En ce moment, à Toronto, les prix sont en chute libre au niveau des condos. Ah oui, OK. Oui, ils ont construit trop de condos à Toronto, puis en ce moment, les prix baissent. Ça a fait même certaines situations catastrophiques, des fois que quelqu'un a acheté un condo sur plan à 500 000, puis quand il s'est rendu le temps de l'acheter, le condo, il est rendu qu'il vaut 450. Fait que wow, OK. Ça fait certaines situations catastrophiques des fois. Vancouver aussi, le marché est plutôt baissier en ce moment. Si on regarde au Québec, on est un petit peu les Gaulois là-dedans. T'sais, au Québec, on avait comme les propriétés coûtaient vraiment pas cher comparé au reste du Canada. Fait qu'en ce moment, il y a encore certains secteurs que les valeurs sont en forte hausse. T'sais, si on regarde, mettons, Québec, c'est un secteur que ça reste une très grande ville. Les propriétés coûtaient pas cher. Mais là, il y a un rattrapage qui se fait en ce moment. Là. Il y a beaucoup de villes que les propriétés coûtaient vraiment pas cher, qu'il y a eu un gros rattrapage. Je parle de villes qui ont quand même une certaine importance. Là. Je parle de Trois-Rivières. Les propriétés ont vraiment augmenté en valeur. Drummondville, Victoriaville, Québec, c'est un excellent exemple. Fait que, est-ce que je pense que les propriétés vont continuer de prendre la valeur au Québec? Assurément. Mais est-ce que je pense que des prises de valeur comme qu'on a connues en 2020 et 2023, ça va arriver à nouveau? Extrêmement peu probable. Parce qu'on est déjà à la limite de l'abordabilité en ce moment. Les gens, quand ils achètent une propriété, ils sont pas mal toujours au maximum de leur capacité d'emprunt. Ils sont très souvent au maximum de leur capacité d'emprunt, malheureusement, parce qu'il n'y a rien d'anormal là-dedans. C'est juste que les propriétés coûtent tellement cher que c'est rendu ça la norme maintenant. Les salaires ne suivent pas l'augmentation, finalement, de l'immobilier. Malheureusement, oui. Okay. C'est là qu'on est rendu au Québec. Est-ce que je pense qu'on va avoir des prises de valeur importantes dans les prochaines années? Selon moi, c'est quand même peu probable. Puis, tu sais, traditionnellement, au Québec, on a un marché, dans le fond, qui appelle peak and plateau. Fait que, tu sais, peak and plateau, ça veut dire que ça prend de la valeur, on a un plateau, ça remonte. Fait que, tu sais, je pense on a eu notre pic entre 2020 et 2022, 2023. Là, je pense qu'on s'enligne plus vers une période de plateau. L'avenir nous le dira. Là. Est-ce que l'augmentation des loyers
a suivi l'augmentation de la valeur du bâtiment? Parce que si j'achète un immeuble aujourd'hui, il faut que je regarde évidemment le revenu des loyers qui sont à l'intérieur. On en est où dans ce ratio-là? Oui, c'est vraiment une bonne question. Tu sais, le Québec, on est un marché hyper réglementé par rapport au loyer versus le reste de l'Amérique du Nord. Par exemple, si je prends un exemple, mettons la Floride. En Floride, tu signes, dans cet État-là aux États-Unis, tu signes un contrat avec quelqu'un pour 1 an. Bien, après 1 an, si tu veux doubler le loyer, tu as le droit. Il n'y a pas de limite. Il n'y a aucune limite. OK. Ici, il y a une limite, évidemment. Ici, oui. On a le tribunal administratif du logement qui sort une charte à chaque année. Il y a comme des augmentations qui sont prévues. Donc, oui, ça arrive souvent en ce moment qu'on voit des immeubles locatifs avec des revenus qui n'ont pas suivi. C'est quand les locataires, ça fait longtemps qu'ils sont là au même endroit. Souvent, les loyers vont être en dessous de leur valeur réelle. Donc, il faut faire attention. Si on achète un immeuble locatif, il faut avoir une stratégie pour essayer d'augmenter ses revenus parce que sinon, on risque d'être pris pendant un certain temps avec des revenus qui sont faibles, là, considérant les lois en vigueur. Francis, en conclusion de notre émission, est-ce que tu aurais un conseil à donner soit à des acheteurs potentiels, jeunes, futurs acheteurs ou ceux qui ont présentement des hypothèques? Oui. Bien, en fait, principalement au niveau de l'investissement, moi, la variable numéro 1 qui va avoir un impact, c'est le temps. Fait que souvent, les gens, ils veulent avoir du rendement, ils veulent que leur propriété a double de valeur rapidement, mais il faut être patient. Fait que, quand je vois des jeunes pompiers qui me contactent, je leur conseille d'acheter le plus rapidement possible, le plus jeune possible, puis après ça, de laisser le temps de faire son œuvre. Dans le fond, laisser les valeurs augmenter, laisser le marché augmenter. Puis, un moment donné, tu t'achètes ta première propriété à 25 ans, tu te réveilles à 40 ans, tu fais comme « Wow, quel bon move que j'ai fait. » Je remercie la personne que j'ai été à 25 ans pour avoir pris ces décisions-là. Bien, Francis, merci. C'est toujours un plaisir de discuter avec toi d'un autre univers qui nous affecte, mais qui, en tout cas pour ma part, est complètement hors de mon champ de compétences là, de ce côté-là. Donc, c'est très important d'avoir des gens qui connaissent ça, qui suivent ça, parce qu'à la fin, c'est quand même notre argent là, qui est investi dans ces gros achats-là, dans ces grosses décisions-là. Donc, merci beaucoup. Si on veut communiquer avec toi pour avoir plus d'informations, comment on fait? Certainement, dans le fond, vous pouvez me contacter directement sur mon téléphone cellulaire qui est ouvert pas mal tout le temps. Je suis facile à rejoindre également, dans le fond, par courriel. Si vous googlez mon nom, vous allez trouver toutes mes coordonnées. Je suis très facile à rejoindre, facile d'accès. Excellent. Merci beaucoup, Francis. Très apprécié. Merci à la maison. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Et on se dit à la prochaine pour un autre épisode du podcast de Flash Formation.